Bonsoir à tous, vous êtes sur Décoder l'écho et aujourd'hui je reçois Frédéric Beltra, fondateur de Vérity France. C'est un peu particulier en ce moment puisque vous voyez les journaux, la télévision fêter ou célébrer d'une certaine manière les 5 ans du début de la crise Covid avec un soi-disant devoir de mémoire. Ça fait quasiment 5 ans jour pour jour que j'avais publié une vidéo sur ma chaîne que vous pouvez retrouver qui s'appelle Le vrai danger du coronavirus, la stratégie du choc. Et je pense que cette vidéo n'a pas pris une ride parce que c'est bien ce qu'on a vécu. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Beltra et on va parler de l'association Verity France et notamment dans le cadre de la sortie de mon livre, comme vous le savez, qui s'appelle Victimes des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Un livre qui a trois objectifs. Premier objectif, c'est de rendre visibles les victimes, tout autant que c'est possible, puisque évidemment la première chose dont souffrent les victimes et les témoins, c'est le déni, c'est l'ignorance de la population sur ce qu'ils ont vécu. Et déjà, réussir à mettre en lumière les victimes et ce qui s'est réellement passé, c'est déjà une victoire en soi. La deuxième chose, ce livre, il a pour objectif d'expliquer quels arguments on a pour montrer statistiquement qu'il y a des victimes, qu'il y a des décès, qu'il y a des gens qui souffrent de la vaccination. Donc, c'est un livre qui se veut pédagogique, tout en utilisant les chiffres officiels. Et troisième objectif, c'est censé servir de droit opposable, puisque dans les procès, lorsqu'on attaque, que ce soit le gouvernement ou le laboratoire pharmaceutique, on est censé démontrer que les produits incriminés posent problème et qu'il y a des dégâts dans la population. Et avec mon travail, mes statistiques que je mets à disposition, on le montre. On le montre statistiquement qu'il y a eu des dégâts et notamment des décès. Et donc voilà, trois objectifs pour ce livre, faire reconnaître les victimes, expliquer et puis servir aussi de droit opposable devant la justice. Frédéric Veltra, bonsoir et merci beaucoup d'être là. Je vais vous laisser vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas. Qu'est-ce qui vous a amené à créer Verity France? Comment ça s'est fait et au contact de qui? Et aussi la date, on doit être à l'été 2021. Veritifras a pris naissance en octobre 2021 à la suite de rencontres avec d'autres familles comme la mienne qui avaient perdu des enfants à un jeune âge quelques jours après la vaccination, notamment la famille Massip qui avait perdu Mélanie qui s'était faite vacciner le 11 juillet 2021 et qui a fait un arrêt cardiaque le 12 juillet 2021 à l'âge de 14 ans. Et ensuite, il y avait la famille Benarira qui est de Gardanne qui a perdu Sophia pareil, une semaine après, en mois de septembre 2021. Après l'injection, elle a fait une double embolie pulmonaire et est décédée à l'âge de 17 ans. Moi, j'ai perdu mon fils 6 heures après l'injection. Pareil, dans des conditions très troubles. Il y a eu beaucoup d'expertises par la suite qui sont faites. Et donc, au mois d'octobre, on a lancé cette association. Très rapidement, on a été submergé par les demandes de personnes qui se retrouvaient dans le même cas que nous. Alors, ce n'était pas forcément des décès d'enfants, mais il y avait des décès de personnes âgées. Il y avait des gens avec des maladies de tout ordre, de tout poil qui se révélaient. Et donc, s'engager dans ce combat, initialement de façon naïve, en pensant qu'on serait écouté par les autorités. Et puis, très rapidement, on s'est retrouvé avec des meutes d'organisations qui étaient derrière nous, notamment sur les réseaux sociaux, et qui ont tout fait pour nous discréditer. Donc, on a vite compris que l'État n'avait absolument pas envie de parler avec nous et que nous étions des gens gênants, parce qu'on dévoilait que leur vaccin miracle n'était pas si miraculeux que ça. Et donc, à la suite de tout ça, on s'est lancé dans des procédures juridiques, on a lancé des actions avec des manifestations, notamment deux manifestations devant les sièges Pfizer, c'était en 2022. Avec Christine Coton, on a établi un rapport en janvier 2022 pour montrer que le protocole d'essai était complètement bidonné à l'origine et qu'il y avait des éléments déjà qui étaient écrits et publiés dans les documents officiels, notamment provenant du Sénat et de l'OPEX, qui montraient que l'État savait pertinemment que la transmission n'avait pas été étudiée initialement. Et pourtant, ils nous ont vendu le vaccin tous protégés, tous vaccinés, tous protégés. Donc, il y avait des mensonges au démarrage qui étaient faits et qui étaient écrits. Donc, ça s'est dévoilé au fur et à mesure. Ça a été un combat de longue haleine. Au démarrage, ils avaient la main sur les réseaux avec des organisations qui étaient payées par de l'argent public. Là, dernièrement, aux États-Unis, on a vu avec le scandale de l'USDI, il y avait beaucoup de médias français, européens, de premier ordre qui recevaient de l'argent directement des États-Unis pour influencer les populations. Donc, au fur et à mesure, ça s'est dévoilé. On a appris que avec les Twitter Files, on a appris qu'avec les postes de direction initiaux
de Twitter était infiltré carrément par les services américains, et c'est ce qui expliquait les censures très très rapides et très efficaces dès qu'on évoquait un doute sur le vaccin, notamment sur des paroles de scientifiques qui révélaient la vérité à l'origine. Donc il y avait clairement une organisation qui était mise en place, une structure qui est mise en place peut-être depuis des décennies et qui a servi à ce moment-là pour l'aspect sanitaire. Là, actuellement, on voit qu'à peu près la même structure est toujours existante ou nettement affaiblie du fait qu'elle n'ait plus d'argent qui provient des États-Unis depuis janvier 2025, mais qui s'est articulée autour d'autre chose avec la guerre. Donc, c'est vraiment une organisation qui est mise en place. Nous l'avons subi, ça a créé des victimes de gens finalement innocents qui ont cru que les autorités finalement étaient saines et voulaient vraiment nous défendre, nous protéger de quelque chose. Et puis plus on a avancé, plus on a vu que c'était pas aussi clair que ça, quoi. C'était pas aussi clair que ça. Et là, dernièrement, sur la procédure de Liège dans laquelle j'étais, on a pu avoir accès aux contrats. Et à la vue de ces contrats, alors pour moi, on ne peut pas les publier parce qu'il y a des problèmes juridiques pour pouvoir le faire. Mais de toute manière, on les publiera un jour ou l'autre, et je pense qu'on les publiera au moment où ça leur fera le plus mal pour que la population voit vraiment ce que c'est. Donc, avant l'horizon 2027, ce sera publié, quel qu'en soit le risque juridique, quelle que soit la forme de laquelle on le fera, mais on le fera. Et c'est vrai que quand on voit ces documents, là, on s'aperçoit vraiment qu'il n'y avait absolument pas d'intérêt public pour la santé, quoi. C'est des documents qui ont été faits, qui ont été signés. On dirait qu'on leur a dit, vous avez juste qu'à signer ici et envoyer les milliards, quoi. Donc on voit vraiment, alors les gens après ils partent dans des délires avec du complotisme, mais on n'est pas dans du délire, ça existe vraiment. Moi au départ, je suis vraiment étranger à toutes ces choses-là, et j'ai découvert un monde franchement qui est pas beau à voir, quoi. Qui est pas beau à voir. Moi je m'attendais vraiment à ce que les autorités nous écoutent, nous reçoivent, essayent d'apaiser notre colère en faisant au moins une amende honorable. Là, sur les 5 ans, on a vu deux choses hallucinantes. On a vu le référent Pfizer, je crois qu'il s'appelle Mathieu Moulimar, un truc comme ça, qui au démarrage, qui a eu un prix pour avoir sauvegardé la science, ou je sais pas trop quoi. C'est une aberration. Et la Delfrécy qui a rien trouvé de mieux que d'être président ad memoriam d'une commission Covid. Donc ces gens sont sans limite. Ils sont sans limite. Ils ont fait n'importe quoi avec le confinement, ils ont explosé l'économie française, ils ont créé des milliers de victimes, ils ont fait enterrer des gens comme des chiens dans des sacs sans que les familles puissent leur dire au revoir. Ils ont fait mourir des enfants qui avaient rien à voir avec la maladie, qui risquaient absolument rien avec la maladie. Et ils continuent, ils se décernent des prix, des médailles, des légions d'honneur, des prix honorifiques. Dans une société normale, ces gens-là devraient être en prison depuis longtemps. Ils devraient être en prison depuis longtemps. Donc, il y a un problème finalement qui est beaucoup plus vaste et beaucoup plus large que celui purement lié à la science, à la médecine. Et je crois que tout simplement que notre démocratie est complètement malade. Elle est complètement malade. Moi, si j'avais été dans un poste de direction au niveau de l'État, euh, j'aurais au moins accueilli les familles pour écouter, même si elles n'étaient pas complètement dans la raison de ce qu'elles disaient, dans ce qu'elles disaient sur le fond. Je les aurais accueillis au moins pour les écouter, pour les apaiser. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu en face des meutes qui sont venues nous discréditer, nous traiter de complotistes, d'anti-vax alors qu'on était vaccinés, de gens d'extrême droite, alors que ces mots-là ne veulent plus rien dire tellement ils ont vidé de sens, quoi. Donc, comment ça se terminera, je ne sais rien du tout. Je ne sais pas. Je pense qu'un jour, il y aura un basculement qui va se faire assez profond. Parce qu'au fur et à mesure, la société se rend compte que les médias ne racontent pas la vérité. Les médias sont tout simplement au service de gens pour qu'ils puissent se maintenir au pouvoir. Que des gens lambda comme toi et moi, ils s'en foutent. Ils s'en foutent, on est des numéros. C'est pas nous, ça en sera d'autres. Et du moins qu'eux restent au pouvoir avec leur précaré. Voilà, c'est tout. Regardez ce qui s'est passé. On a fait une manifestation dernièrement devant la NSM avec d'autres associations. Parce que depuis, nous, on a été une des premières vraiment à se créer de victimes. Et on a toujours encouragé les victimes qui nous rejoignaient à créer d'autres associations. Et donc, maintenant, il y a une multitude d'associations. D'ailleurs, en juin, il va y avoir une rencontre internationale des associations à Padoue,
avec des associations comme les nôtres en Italie, en Autriche, en Allemagne, il y aura des Luxembourgeois, des Belges. Enfin, ça s'est fédéré un peu de partout, un peu de la même façon que nous on a fait en France. Et donc, on a fait cette manifestation devant l'NSM. Et au lieu de recevoir une délégation de gens, parce qu'on n'est pas des hystériques, on est des gens. Si on était des hystériques, ça aurait déjà tourné très mal pour certains d'entre eux. Très, très mal. Très, 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 très mal. Donc, nous sommes des gens posés, réfléchis, malgré le fait qu'on a subi des outrances sans nom. Sans nom. Donc, on a fait cette manifestation devant la NSM. Eh bien, ils avaient reçu un mot d'ordre pour être en télétravail, comme si on était des lépreux. Alors que les gens qui avaient devant, pour l'essentiel, étaient en fauteuil roulant. C'était des gens qui, je pense notamment à Mélanie, qui se bat, qui se bat comme une tigresse. Malheureusement, on connaît à peu près tous la fin de l'histoire, hein, par rapport à la maladie qu'elle avait, la maladie de Charcot. Et, et notre administration, au lieu de les recevoir, d'essayer d'apaiser le père ou d'apaiser cette femme, en ayant une part de reconnaissance quelconque, en disant oui, on est désolé pour vous, on a commis des erreurs, rien que ça apaise. Ils avaient reçu le mot d'ordre de travail, d'être en télétravail, et quand ils sont sortis de la NSM, ils ont couru comme des lapins de Garenne, sans dire un mot parce qu'ils avaient reçu le mot d'ordre de ne pas parler. Vous pensez que c'est l'attitude d'une administration, ça? Déjà, celui qui donne les ordres aux gens qui obéissent de faire ça, c'est quelqu'un qui est pas tranquille dans sa tête. Et ensuite, les personnes qui obéissent à ces ordres, elles feraient bien de se regarder dans une glace le soir en rentrant à la maison. S'ils ont des enfants et leur femme, je sais pas, une femme ou leur mari, je ne sais pas comment ils font pour les regarder les yeux dans les yeux. Parce que ceux qui font, c'est tout simplement inhumain. Ce sont juste des victimes qui viennent devant en essayant d'avoir la moindre reconnaissance. Alors, par contre, eux, les reconnaissances entre eux pour se transmettre des prix, se donner des. Ça, ils savent le faire. Hein. Ça, alors, ils sont champions du monde là-dessus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on voit Delfrécy qui s'est mis ad memoriam, enfin, président du comité ad memoriam du Covid, tu as les bras qui te tombent, quoi. Tu as les bras qui te tombent. Donc, c'est des choses, voilà. Donc, nous, Je pense que finalement, tu as soulevé enfin, deux points vraiment extrêmement importants et tu reviens sur cette question de la communication. Le premier point, c'est la communication. Et tu l'as dit, tu l'as rappelé. Depuis le début de cette histoire, et on ne s'y attendait pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu rappeler la première vidéo que j'ai publiée, parce que j'ai subi la censure et le shadow banning sur cette vidéo, alors que je pensais que ça n'existait pas et que c'était des histoires de complotistes. Et donc, on a bien vécu vraiment une omerta terrible et organisée. Donc, ce n'était pas des initiatives individuelles, mais une organisation du mensonge et du fait de faire taire toute personne qui avait un regard critique envers les mesures sanitaires, quelles qu'elles soient. Et puis derrière, toutes les victimes de la vaccination ou tous ceux qui émettaient des doutes sur la vaccination, quelle qu'elle soit. Et donc, tout ça, c'était bien organisé. Il me semble, alors j'ai reçu, enfin, on a déjà parlé de Oui, mon cycle, puisque mon premier livre, Les droits d'auteur, étaient pour Oui, mon cycle, et donc c'était un collectif avec des femmes qui avaient des troubles d'aménorrhée. Certaines en ont toujours, d'autres ont subi des hystérectomies, mais qui s'étaient fait traiter d'antivax. Il me semble que c'est par Libération, le journal Libération. Moi, à chaque fois que je faisais des articles où je c'est pas un montrais. journal, Libération. Il faut arrêter d'appeler ces gens-là comme des médias. Ce sont pas ce sont pas des médias, ces gens-là. Ces gens font de la politique, clairement. Oui, c'est ce que tu as expliqué. C'est en Voilà. effet le bras armé de communication d'un système. Et donc moi, tous mes articles ont été ceux qui commençaient à prendre de l'importance et faisaient ce qu'on appelle ce qu'ils appelaient du debunk, mais c'était juste pour essayer de contredire ce que je disais de façon invisibilisée. Et il me semble que de ton côté aussi, c'est eux qui sont intervenus pour minimiser le décès de Maxime en racontant que c'était une histoire de cacahuètes. Oh, Euh, mais là, c'est arrivé, moi, le lendemain matin, déjà, il y avait des articles dans la presse mentionnant ce fait-là. Alors que techniquement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est son beau-père qui a commandé un plat à cacahuètes. Donc techniquement, il en avait sur la table, donc techniquement, il a pu être en contact avec. Mais c'est son beau-père qui a mangé le plat. C'est pas Maxime. Donc toutes ces choses-là, enfin, moi je suis pas nul Uberlu, je ne me serais pas lancé dans cette bataille qui a duré pendant 3 ans, qui a coûté une énergie phénoménale. Bon, bien que je sois entouré par un bon staff, mais ça demande une énergie énorme dans un moment où tu ne peux pas être plus faible qu'après la perte de ton enfant.
surtout dans des conditions horribles, puisque moi, mon fils est mort dans mes bras, quoi. Donc, il a fallu déculper l'énergie. Bon, ça va que ça tombe bien que j'ai été programmé jeune par mon éducation à être hyper combatif. Mais bon, il a fallu faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour contourner le mécanisme qu'ils avaient mis en place et pour les exploser sur sur les réseaux sociaux. Et le but du jeu, nous, ce qu'on a voulu toujours avoir avec Verity France, c'est une chambre d'écho. C'est pour ça qu'après, on a étalé sur des sujets différents qui finalement sont tous interliés parce qu'on a tout le temps affaire aux mêmes vermines. Euh, on voulait avoir une chambre d'écho énorme pour qu'on puisse continuer à véhiculer avec le plus en plus d'écho possible les relais qui se faisaient par les autres associations qui, elles, avaient beaucoup plus d'activisme sur le terrain et en présence physique, et nous, par un aspect purement médiatique, pour venir contrer tout le temps les petits ballons sondes qu'ils envoient tout le temps pour nous tester, pour voir jusqu'à quel point on peut être con ou pas. Donc là, maintenant, c'est réussi. Sur Twitter, enfin, sur X, on a entre 200 et 500 abonnés de plus chaque jour. On est aux alentours de, je ne sais pas regarder, mais on doit être dans les 200 000, 220 000, un truc comme ça. Je pense qu'à l'horizon de la fin d'année, on sera à 300 000. Quand on commencera à avoir une chambre d'écho de 500, 600 000, je pense qu'il commencera à écouter attentivement ce qu'on dit parce qu'on aura une grosse influence. Et ça, c'est ce qu'on voulait avoir dès le démarrage, c'est-à-dire avoir une influence pour venir contrer et créer une dissidence par rapport à ce qu'ils ont fait pour que ça ne se reproduise plus jamais. Ce n'est pas absolument pas politique. Alors, bien sûr, il y en a certains qui ont essayé de nous raccrocher à de l'extrême gauche, de l'extrême droite, voilà, enfin, comme ils font tout le temps d'habitude, parce qu'il faut qu'ils cataloguent les gens. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir ce chambre d'écho pour tout simplement qu'ils soient dans l'impuissance et l'incapacité, à un moment donné, de continuer à faire ce qu'ils font parce qu'ils sont dans une démarche qui est nocive pour les populations. Alors nous, on a payé le prix du sang puisque nos enfants sont dans des tombes. Il y en a d'autres qui le payent de façon financière, il y en a d'autres qui le payent par rapport à des droits, il y en a d'autres qui le payent parce qu'ils perdent des biens qu'ils ont mis des vies à acquérir, etc., etc. Donc multidisciplinaire, mais ça a toujours qu'une source, c'est-à-dire c'est une source de quelques personnes qui sont très peu nombreuses, qui ont une idéologie particulière à laquelle on a été confronté. Les gens n'en ont pas conscience, mais le socialisme est très nocif. Et j'ose prononcer le nom parce que moi, je suis apolitique. Je n'ai jamais été engagé politiquement où que ce soit. Et je me suis aperçu que les gens les plus féroces qu'on avait face à nous, euh, ceux qui voulaient le plus nous imposer des choses dans la vie, étaient tout le temps issus de ce mouvement-là. Quand vous regardez ce qui s'est passé au Sénat avec les Jomiers, etc., etc., ça a été toujours le même courant politique qui a voulu toujours imposer. Dans toutes les régions qui ont voulu suspendre toute aide et l'accès au RSA ou au chômage soignant suspendu, c'était des régions socialistes. Donc, à un moment donné, il faut que les Français se posent la question de ce qui se passe réellement dans notre pays et quelle est la nocivité qui nous amène à une telle déchéance à laquelle on est confronté actuellement, sans faire d'idéologie politique, en étant pragmatique et simplement en regardant d'où il y a le problème. C'est ce que nous, on a fait. Moi, si j'avais eu un problème avec les LR ou avec l'extrême droite, on se serait battu contre eux de la même manière. Mais là, les opposants qu'on a eus, c'était clairement ce parti-là. C'était clairement ces gens-là. Et nous, au démarrage, quand on a commencé, comme je vous ai dit naïvement, et sans arrière-pensée, parce déjà, on n'était pas en capacité de penser parce qu'on était détruits. Mais sans arrière-pensée, on a contacté sans exception tous les partis politiques pour voir lesquels nous aideraient. Et ceux qui nous ont aidés, c'est les méchants. C'est ceux qu'on détermine comme étant les méchants. Alors, moi, je suis factuel. Euh, vous voyez des gens, vous voyez, on a eu les extrêmes, on a eu Madame Jouron qui nous a aidés, qui fait partie du RN, il y a Madame Rivasi aussi. Donc, je pense que ce n'est pas une question de parti politique, c'est une question d'éthique morale. Et les gens confondent ça. C'est-à-dire, ils veulent tous avoir un club de foot dans lequel ils jouent par rapport à une idéologie, alors que le premier critère politique, ça devrait être l'éthique. C'est celui-là qui devrait primer. Donc nous, on a parlé à tout le monde, et dans ces groupes-là, vous avez des gens qui sont éthiques, même s'ils sont dans un parti sur lequel vous n'adhérez pas forcément. Donc nous, quand on trouve une chambre d'écho, on trouve un homme politique honnête qui a envie de faire avancer la chose. On a eu M. Hooper qui nous a aidés au Sénat aussi. Bon, il s'est fait découper. Derrière, on l'a interdit d'exercer alors qu'il était cardiologue. Enfin, il y a eu plein de gens. Il y a eu Mme Muller-Bronn aussi qui s'est engagée. Il y a eu Mme Noël. Enfin, il y a des gens sains là-dedans. Et ce n'est pas forcément l'étiquette politique qui font d'eux des gens sains. Voilà. Maintenant, comme je vous ai dit,
la majorité des nocifs qu'on a rencontrés et des gens qui voulaient nous imposer des choses et des gens qui sont venus en opposition féroce, mais féroce, hein, à nous discréditer, à nous envoyer. À notre porte-parole, vous savez ce qu'ils ont fait après la mort de Morissette? Pendant 2 mois, il recevait des mails tous les jours dans sa boîte mail. C'était des mails qui étaient écrits comme si c'était Morissette après la mort qu'il écrivait pendant 2 mois. Ça, il y a très peu de gens qui le savent. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte jusqu'où sont allés ces gens quand même. Et après, ils s'attendent à quoi? Que maintenant, on leur tende les mains. Quand on a réessayé encore une négociation, quand on est allé en bas de l'immeuble de M. Rousseau faire la manifestation devant le ministère de la Santé, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris des photos d'en haut en rigolant, en demandant si c'était une fin de manifestation ou un début de manifestation. Bon, derrière, il a pris 11 plaintes dans le cul à la CRJ quand même. Bon, c'est pour ça qu'il est parti en courant du ministère. Mais ça vous démontre la mentalité de ces gens-là. Quand on est allé en bas de l'AFP, on a fait une manif en bas de l'AFP. Quand on est allé en bas de l'AFP, il y avait des gens qui nous faisaient des doigts d'en haut des fenêtres. Il y avait des gens qui nous filmaient en rigolant. On était en train de parler de la mort de gamins de 18 ans ou de 15 ans, et ça les fait rire, cette bande de cons. Ça les fait rire. Alors moi, je ne sais pas jusqu'où est la limite des Français, mais à un moment donné, il va falloir qu'ils se réveillent. Hein. Parce que moi, je vous dis franchement, euh, ce que j'ai constaté en n'ayant pas de parti pris, en n'ayant pas d'idées préconçues, parce que moi, je suis dans la restauration, j'ai absolument rien à voir avec ces milieux-là. Mais quand je rencontre quelqu'un de nocif, je sais le voir. Moi, quelqu'un qui fait des doigts à des victimes en étant à l'AFP, c'est-à-dire dans un endroit qui diffuse l'ensemble de l'information en France, avec des journalistes qui font des doigts à des victimes en bas, qui sont juste venus mettre des affiches en montrant qu'il y a une réalité de victime, je ne sais pas comment vous déterminez ça, vous. Mais moi, je détermine ça comme une nocivité à toute épreuve. Donc ces gens-là, à un moment donné, il faut les déglinguer parce qu'ils sont dangereux pour nous. Il faut les sortir de leur poste. Ces gens sont dangereux. Il faut les sortir, et c'est là que je voulais t'amener au deuxième point. Le premier point, on vient d'en parler, bah, et tu l'as redit avec l'AFP, mais cette espèce de système d'entre-soi qui est le bras armé propagandiste bah, voilà, du système et du gouvernement actuel. Donc bah, l'AFP, tous ceux qui se prennent pour des médias, même si on ne peut plus les appeler comme ça. Le deuxième élément du système central, ce sont les freins que vous connaissez côté justice. C'est-à-dire qu'il y a une organisation aussi de pourrissement des affaires, de non-réponse, de laisser les gens se décourager. Et que ça, c'est vraiment quelque chose dont j'ai envie qu'on parle ce soir. C'est-à-dire que quand les victimes, de quoi que ce soit d'ailleurs, hein, se plaignent et tentent des actions en justice, donc il faut avoir enfin, vraiment une rage de vaincre permanente et de ne pas laisser, parce qu'en face, il y a vraiment une maille extrêmement serrée qui veut rien laisser filtrer et qui est là pour décourager les plaignants. Et sur différentes affaires, je sais que du côté avec Verity France, vous avez subi ça. Toi, tu l'as subi aussi pour faire reconnaître ce qui s'est passé à ton fils. Mais voilà, j'aimerais qu'on évoque cette deuxième facette. D'un côté, on a parlé de la propagande qui tient tout et qui, voilà, qui empêche les affaires de sortir, qui essaye de ridiculiser le camp d'en face de façon à faire s'endormir tout le monde. Et de l'autre côté, l'impossibilité, enfin, tous les freins qui sont mis de façon à empêcher les gens bah, d'obtenir justice et de faire reconnaître ce qui leur est arrivé. Oui, alors déjà, au niveau de la rage de gagner, c'est pas la rage de gagner, c'est la rage d'obtenir la vérité. C'est pas du tout pareil. Euh, Gagner en soi, qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on va gagner? Admettons, je vais au bout pour l'affaire de mon fils. Je vais me retrouver dans 10 ans devant un tribunal pour Pfizer pour m'entendre dire quoi? Que la vie de mon fils valait 15 000 euros. Je m'en fous de ça. La vie de mon fils n'avait pas de valeur à mes yeux. J'aurais laissé ma vie pour la sienne. Je vais me battre dans un tribunal pour obtenir quoi, 15 000 euros, 20 000 euros. Ça n'a jamais été une question d'argent. Donc, ce qu'il faut, c'est se battre pour la vérité. Pour la vérité, pour on arrive collectivement à obtenir un meilleur avenir. Là, l'avenir qu'on nous promet, c'est des guerres nucléaires, c'est des vaccins expérimentaux. C'est une folie. C'est pas un projet de société, ça. C'est pas un projet de société. Se battre avec nos voisins, c'est quoi ce délire? Donc, à un moment donné, ces gens-là, il faut les arrêter. Il faut les arrêter. Alors, les obstacles au niveau de la justice, il faut penser à une chose, c'est que la justice a été complice de ce qui s'est passé. C'est exactement comme ça s'est passé en 40. C'est-à-dire en 40, quand il y a eu des complicités par rapport aux déportations qu'il y a eu, la justice était complice de ces choses-là. Là, ce qui s'est passé sur l'expérimentation,
général en population avec un vaccin en phase 3, ça s'appelle un crime contre l'humanité. Et la justice a été complice en admettant la suspension et en validant la suspension des soignants non suspendus, etc., etc. Donc, il faudra beaucoup de temps et peut-être une nouvelle génération de magistrats pour que, à un moment donné, la vérité se fasse. La vérité se fera. Après 40, ça s'est fait des années plus tard. Je veux dire, Pétain a été condamné beaucoup plus tard. Il y a eu... Bon, là, ce qui s'est passé, c'est exactement le même canevas euh, dans la puissance d'impact au niveau de la population française, voire européenne. Il y a eu quelque chose qui a été fait qui n'aurait jamais dû être fait. Obliger les gens à recevoir un produit expérimental. C'est formellement interdit. Et avoir le consentement éclairé de des gens qui voulaient l'accepter. Or, le consentement éclairé n'a pas pu être obtenu puisque les contrats étaient cachés. Donc, partant de là, vous ne saviez pas les conditions du produit et vous ne connaissez pas les conditions de fabrication du produit. Donc, le consentement éclairé n'a jamais eu lieu. Il y a eu un consentement avec un calibre sur la tête. Parce qu'on vous empêchait de vivre, on vous empêchait de travailler, on vous empêchait de nourrir votre famille. Donc, partant de là, les gens, beaucoup ont cédé là-dessus. Et regardez que dès que les portes se sont ouvertes, à partir de 2022, quand ils ont foiré sur l'hiver 2022, 2021-2022, où tout le monde, pratiquement en janvier 2022, a attrapé le Covid, là, leur récit n'a plus tenu. Il y a encore des gens qui ont continué à se faire vacciner 4, 5, 6 fois, mais vous avez une grosse majorité de gens qui, d'un coup, sont devenus anti-vax. Alors, la satisfaction qu'on peut avoir, c'est que, à l'origine, je pense que ce qu'ils avaient prévu, c'était de faire un marronnier avec les vaccins du Covid, comme il avait fait avec la grippe, c'est-à-dire avoir un vaccin qui revenait de façon récurrente tous les mois d'octobre, traditionnellement, et du coup, ils avaient une manne de plusieurs milliards, habitat aeternam, et ça, on leur a coupé. Et en même temps, on a ouvert les yeux aux gens en leur expliquant que finalement, il ne fallait pas croire sur parole tout ce qu'ils disaient et que ce qu'ils disaient, ce n'était pas forcément des messes. Donc, à partir de là, les gens ont commencé à aller lire les documents, ce à quoi on les avait encouragés dès le démarrage. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait perdre des milliards. Et ils vont perdre des milliards pendant des dizaines d'années encore. Parce qu'avec la confiance qu'ils ont cassée et la naïveté qu'ils ont fait perdre aux gens, parce que moi le premier, j'étais naïf. Moi, j'ai toujours été convaincu que les gens qui s'occupaient de la santé publique euh, étaient, euh, étaient intègres. Ne pouvaient pas être corrompus ou ne pouvaient pas être influencés et qu'il n'y avait qu'une valeur dans leur vie, c'était de vérifier que la santé publique primait. Or, on s'aperçoit que des fois, eh bien, ils sont plus intéressés par le financement de leurs labos, de leurs recherches et des salaires qui peuvent en découler que finalement de la santé qu'on a. On a eu l'exemple avec la FDA, le CDC aux États-Unis, où apparemment, bon, il y a, il y a le président américain qui est avec Kennedy qui vont commencer à faire un très gros nettoyage là-dedans. Et nous, on a les mêmes. C'est-à-dire qu'on a eu M. Fischer qui nous disait que ce n'était pas dangereux pour les femmes enceintes. Il a fait d'ailleurs plein de vidéos que nous, on a archivées là-dessus. Et on s'aperçoit que maintenant, le vaccin traverse la barrière du placenta. Donc, toutes ces choses-là, si ils ne rendent pas de compte en justice, ils rendront des comptes devant l'histoire. Parce que de toute manière, ce qui s'est passé, ça ne s'effacera jamais. Quand vous ne pouvez pas enterrer votre père ou votre mère, qui est enterré de façon anonyme comme un chien galeux dans le coin d'un cimetière tout seul, dans un sac poubelle et que vous ne l'avez pas vu depuis 3 mois, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire un confinement qui ne servait strictement à rien, je ne pense pas que la pilule, elle soit avalée facilement et qu'elle va disparaître au bout de 15 jours. Donc, cette rancune-là qu'ils ont mis sur des millions de personnes, à un moment donné, la note va se présenter. Parce que c'est des millions de personnes qui ont été concernées. Alors, ils peuvent continuer à jouer entre eux, à faire un farandole comme ils le font, en faisant croire et en étant dans des postures. Mais je pense que la population a pris une position défensive vis-à-vis d'eux, qui doucement, doucement est en train de sortir des réseaux sociaux. Elle se fait plus sous forme de manifestation comme elle se faisait avant, où il fallait aller casser 3 vitrines pour se faire entendre. Elle est tout simplement en train de se faire avec des échanges d'idées qui sont en train de sortir et où on voit qu'ils sont immédiatement dans la réaction et non plus dans l'anticipation et dans la maîtrise. C'est-à-dire que quand on soulève, il y a eu une anecdote qui était intéressante dernièrement, il y avait un sanglier, je ne sais plus où, qui avait été, je crois qu'il s'appelait Riguette, qui avait été attrapé par une femme et qui l'avait recueilli. Et les intellos de l'administration française, comme ils se font chier, qui sont trop nombreux et qui sont plus nombreux que l'armée russe, ils avaient décidé de tuer ce pauvre sanglier. Bon, les réseaux sociaux se sont mis là-dessus,
eh bien, le sanglier n'a pas été euthanasié. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ils commencent à être dans la réaction parce que vous savez de quoi ils ont peur? De perdre leur poste. Et quand ils perdent leur poste, s'il y a des gens comme moi qui prennent à la place, je vous garantis que le nettoyage qui va se faire derrière, ça va pas être tendre pour eux. Parce que nous, on a des rancunes. Moi, ils ont tué mon fils. Si un jour j'ai un poste d'élu, je vous garantis que quand je vais reprendre le poste derrière, ce que je vais éplucher, je vais bien l'éplucher. Et des gens comme moi, vous savez combien il y en a? Des centaines de milliers. Donc, à un moment donné, ça va basculer. C'est aussi simple que ça. Et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent se donner les médailles, les grands prix, les commissions qu'ils veulent. À un moment donné, ça basculera. Et quand ça basculera, il y aura une chasse à courre qui se fera. Et ils méritent que ça. Vu le mépris qu'ils ont vis-à-vis de nous, ils ne méritent que ça, ces gens-là. Ils ne méritent rien d'autre. Il ne faut pas avoir de considération. Ce n'est pas parce qu'ils sont dans les institutions. Les institutions, elles sont respectables. C'est les gens qui les dirigent qui ne le sont pas. Ce n'est pas la même chose. Donc ces gens-là, maintenant, il faut les sortir. Frédéric Beltrame, merci. Je crois que l'essentiel a été dit ce soir et en effet sur les deux aspects, sur l'aspect la maîtrise de la communication, la maîtrise voilà des rouages de la justice qui sont pas encore tombés et sur le fait qu'aujourd'hui il y a énormément de victimes qui se souviennent et qui se souviendront toujours de ce qui s'est passé, qui sont pas prêts de lâcher le morceau. Et ces victimes-là sont bien la raison pour laquelle, le nombre de ces victimes, c'est la raison pour laquelle en ce moment, ils essayent de faire passer l'éponge en mettant des fausses commissions et de se filer des prix pour la bonne tenue et les bonnes mesures qu'ils ont passées. Et on ne se laisse pas Si avoir. je, si je peux, il y a eu juste juste pour vous montrer la déformation, enfin, la récupération qu'ils font parce qu'ils sont habiles. Il ne faut pas les prendre pour des imbéciles. Ce sont des gens qui sont habiles. Habiles pour se couvrir, pas pour nous défendre. Hein. Et regardez ce qui s'est passé avec l'OPEX. Il y a eu la première commission à laquelle nous, on a été convoqués. Nos auditions n'ont jamais été rendues publiques. Et pour cause, parce que chaque fois qu'on posait une question, ils mettaient 3 minutes à y répondre derrière. Donc forcément, ils n'ont pas rendu public. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait à la suite des législatives? Ils ont fait carambouille, je t'embrouille. Ils ont sorti de Villani. Ils ont mis un sombre pelucre de chez eux, du parti de Macron, et qui est devenu président de l'OPEX. Et bien sûr, à la deuxième salve de la commission, qu'est-ce qui est devenu la commission sur les effets indésirables? Elle est devenue la commission sur le Covid long. Et les effets indésirables, finalement, tout avait été très bien fait, tout était parfait, Madame la Marquise, et tout se passait bien. À la différence que les chiffres étaient bien placés pour le savoir, puisque c'est ton boulot, les chiffres sont pipés de A à Z. Chaque fois qu'on demande des tableaux ou des stats, eh ben, c'est impossible à avoir. On ne peut pas avoir les fameuses statistiques par statut vaccinal. D'ailleurs, je crois que Toubiana et toi-même, vous avez fait une bataille sans nom pour les obtenir. Donc, on voit bien qu'ils ne sont pas clairs. Je veux dire, s'ils étaient clairs, ils diraient venez, je vous les donne. Vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'ils cachent là derrière? On le sait ce qu'ils cachent. On le sait. Ils cachent des crimes. Ils cachent des crimes sur lesquels ils risquent très très gros quand même. Hein. Faut pas croire, très très gros. Alors, ils se réfugient derrière les institutions en disant oui, mais sinon, ce serait une attaque à l'institution. Non, 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 c'est pas une attaque à l'institution, c'est une attaque aux vérolés qui sont en poste dans l'institution. C'est pas du tout la même chose. Donc, il faut tout simplement reprendre tout ça et avoir la lucidité de comprendre comment ils fonctionnent, comment ils se couvrent et pourquoi ils le font. C'est tout. Et de toute manière, les dommages sont tellement larges dans la population. En plus, ils rajoutent de la rage à de la rage. C'est inutile. À un moment donné, ils devraient assumer, faire des vraies commissions comme on a vu aux États-Unis où il y avait Fauci qui est passé, ou devant le Congrès américain, où déjà, vous voyez, parce qu'on peut dire ce qu'on veut des Américains, mais les Américains, ils ont quand même une faculté, c'est qu'ils ont les contre-pouvoirs qui fonctionnent. Alors que nous, nos contre-pouvoirs ne fonctionnent absolument pas. La presse est laminée, elle est couchée, elle est achetée avec de l'argent public. La justice, ben, elle n'est pas claire non plus. Et puis, bon, il y a beaucoup de juges qui sont infiltrés politiquement. Et vous avez des syndicats dans la justice, ce qui est pour moi du surréalisme, hein, de voir que dans la justice, vous avez des syndicats, alors qu'un syndicat devrait être vraiment neutre politiquement. Vous avez des magistrats qui font de la politique au milieu de la justice. Donc, ça n'a absolument rien à voir là-dessus. Donc, toutes ces choses-là, quand vous les voyez, il y a beaucoup de travail sur la planche encore à faire. Et ce sera quelque chose qui se fera puisque les dommages sont trop profonds. Et ils pensaient comme ils font tout le temps, c'est-à-dire qu'en faisant un millefeuille médiatique, ils allaient enterrer petit à petit la chose. Et, et c'est pas possible. Et c'est pas possible. Même s'ils font un millefeuille, ça reviendra tout le temps parce que les gens vont sur des tombes.
Et quand tu vas sur les tombes, tu n'oublies jamais. Et tu peux y aller jusqu'à la fin de tes jours. Donc, jusqu'à la fin de tes jours, il y a des gens qui vont se rappeler ça, qui reviendront au combat sans arrêt. Et si s'il y en a un qui est fatigué, c'est l'autre qui prendra le relais. Il y a trop de gens, il y a trop de gens qui ont été touchés, trop de gens. Moi j'ai perdu mon fils, mais j'ose pas imaginer si mon père ou ma mère avait été enterré comme un chien ou ma belle-mère avait été enterrée comme une chienne dans un coin et qu'on puisse pas la voir. À 80 ans, j'aurais une rage identique. Combien de personnes dans ce cas-là? Frédéric Beltra, merci beaucoup pour ton témoignage, puis pour tout ce que tu fais tous les jours pour votre action collective à Verity France. Donc, je rappelle que la sortie de mon livre, Victime des vaccins Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, est là aussi pour aider Verity France et les associations, et que l'ensemble de mes droits d'auteur sont pour les associations, notamment Verity et le REVAV. Ben, je te laisse confirmer d'ailleurs, Frédéric, que mes droits d'auteur ont servi. J'ai failli te couper pour justement te remercier par rapport au fonds que tu nous avais versé. C'est vraiment sympa de ta part. Et voilà, selon les ventes de livres, ben voilà, je pourrais aider ou pas d'autres associations qui sont dans le besoin, puisque comme tu le dis, il y a un tissu de collectif de victimes qui est extrêmement large, et c'est très bien pour les victimes d'avoir à proximité aussi des collectifs près de chez elles pour les aider. Et puis malheureusement, c'est aussi le signe que les dégâts ont été colossaux quand on voit le nombre de collectifs différents qu'il y a eu partout en France. C'est encore une preuve de plus ce qui s'est passé. Frédéric Bertrand, encore merci beaucoup. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose pour la fin? Euh, le combat va continuer pendant longtemps. Et on est même qu'au début du combat, quand on voit ce qui s'est passé pour les autres. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette émission et puis à très bientôt. À bientôt.